Donc, je vais pouvoir commencer avec le cycle ingénieur et vous présenter de façon assez globale ce qu'est le IVP, autrement appelé la grande école du génie urbain. Donc, le IVP aujourd'hui, c'est à peu près 1000 étudiants qui vont du bac jusqu'à bac plus 8. Et c'est une école qui fait partie d'un ensemble plus grand qui est l'université Gustave Eiffel. Donc, l'université Gustave Eiffel, c'est une université multisite, mais dont le site principal se trouve à Marne-la-Vallée, pas très loin du parc Disneyland, RER A. Donc nous, on fait partie de cet ensemble parce que c'est l'université, en gros, de la ville durable en France. Il y a un quart de la recherche française sur la ville durable qui est hébergée au sein de l'université via ses équipes de chercheurs, d'enseignants et via les laboratoires dont ce personnel est rattaché. Donc nous, on est la grande école du génie urbain. C'est une spécificité en France. C'est une école d'ingénieurs, mais qui ne forme pas que des ingénieurs. Il y a tout un ensemble de formations, des licences, des masters, une formation en assistant et assistante en architecture, des doctorats, etc. Ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui, c'est plutôt le cycle ingénieur, parce que vous êtes en classe préparatoire, vous êtes en formation de type BUT, licence, master et autres. Et donc, vous visez un cycle ingénieur en génie urbain, donc pour devenir finalement bac plus 5 avec le titre d'ingénieur en génie urbain. À l'EIVP, une promotion, c'est à peu près 120 personnes. Il y a 120 personnes dans chaque année du cycle ingénieur, et donc, in fine, il y aura 120 ingénieurs diplômés l'année où vous sortirez de l'EIVP. Sur ces 120 personnes, il y a à chaque fois 10 à 15 fonctionnaires de la ville de Paris. Donc ça, c'est vraiment la genèse de l'école. Historiquement, c'était donc, comme son nom l'indique, l'école qui formait les agents des différents services techniques de la ville de Paris, que ce soit la voirie, les espaces verts, les équipements publics et bien d'autres. Aujourd'hui, il y a à peu près 10% des effectifs étudiants qui sont sous ce statut d'élèves fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est une minorité, mais ça a quand même son importance. Et ça n'empêche pas également ceux qui sont sous statut étudiant de rejoindre aussi la ville de Paris une fois leur diplôme obtenu. On a également la particularité d'avoir des étudiants qui sont sous statut apprenti. Donc l'apprentissage est largement possible à l'EIVP. Il y a également un bicursus ingénieur-architecte ou architecte-ingénieur en lien avec l'école de Paris-La Villette. Donc là, on a un schéma qui présente finalement l'ensemble de ces formations. Donc on voit que c'est un ensemble hein, sur voilà, tous les moments, on va dire, de la vie étudiante, hein, post-bac jusqu'à bac plus 8. Différentes modalités, différents cursus, différents statuts, je le disais, élève fonctionnaire, statut étudiant, apprentissage. Il y a également des grandes entreprises qui sont rattachées à certaines formations. C'est le cas par exemple de ce master PITET, où derrière on a le groupe Veolia qui nous accompagne pour les modalités pédagogiques de ce master. Cette université Gustave Eiffel, elle est aujourd'hui très reconnue au niveau international, hein. C'était aussi l'intérêt de cette création, hein. Elle est née sur, on va dire, les bases de l'université de Marne-la-Vallée. Donc Gustave Eiffel, c'est un établissement qui aujourd'hui est numéro 1 en France sur le génie civil, sur les transports, qui est bien classé aussi sur les thématiques de l'eau. Mais le rayonnement qui nous intéresse particulièrement, c'est aussi le rayonnement mondial avec le classement de Shanghai et le CWUR qui classe l'université parmi les 1000 meilleures universités au monde sur un panel de 20 000 universités. Donc cette 613e place exactement montre que la reconnaissance du monde de la recherche sur justement nos thématiques. C'est aussi la première université de France sur l'apprentissage. Donc là, vous avez la photo de... Alors, c'est pas la dernière remise de diplôme a eu lieu il y a 2 semaines. Mais bon, globalement, vous avez un peu une idée de justement de cette taille de promotion. Qui dit 120 élèves ingénieurs par année de formation dit forcément promo à taille humaine. Ça dit aussi bienveillance, entraide. Et le terme grande famille apparaît aussi souvent. Donc ça, c'est des retours que nous font nos élèves, hein. Là, j'invente rien. C'est vrai qu'on est vraiment en lien au quotidien avec tous les élèves de l'école et on sent vraiment cet esprit de groupe qui est très fort et qui se retrouve aussi dans la vie étudiante, la vie associative, l'engagement via la culture, le sport, la musique et bien d'autres. Et Valérie pourra vous en dire un peu plus
par la suite, en tout cas, sur justement cette vie étudiante qui est largement effervescente. Le recrutement, il se fait pour le cycle ingénieur à l'issue de classes préparatoires, donc via un concours qui est le concours Mines Télécom pour certaines filières, via le concours CCINP pour la filière TSI ou plus récemment via le concours G2E pour les BCPST. Donc ça, c'est une nouveauté cette année. On recrute aussi des BCPST via ce concours G2E. Il y a également l'admission sur dossier qu'on appelle admission sur titre pour les licences 3, les Master 1, les Master 2, les BUT 3, des BTS qui vont faire une prépa ATS et toute formation équivalente, hein, que ce soit une formation française ou étrangère. Bon, c'est plus simple aussi avec les équivalences ECTS européennes, mais en tout cas, on est fermé à aucune formation pour intégrer ce cycle ingénieur. Il y a également un certain nombre de doubles diplômes, des écoles partenaires, l'ENSG, l'ENGES, les mines d'Alès. On peut avoir des écoles comme les Ponts, on peut avoir des étudiants qui viennent finalement de la France entière. On n'est fermé non plus à aucun double diplôme tant que ça peut matcher avec les modalités de l'EIVP. Il y a également beaucoup d'étudiants étrangers, donc ça c'est classique dans les écoles d'ingénieurs, hein, mais c'est très vrai à l'EIVP. Il y a à peu près 20% de nos étudiants qui sont étrangers. Le concours Mines Télécom, on voit ici le nombre de places qui sont allouées à chaque filière. Donc 24 places MP, 24 places PC, 24 places PSI, 6 places en PT, pour un total de 78 places pour la filière qu'on appelle civile, donc c'est le fameux statut étudiant. Et pour l'autre fameux statut, c'est le statut élève fonctionnaire. Là, on est sur 15 places au total. Donc ça, c'est pour le concours Mines Télécom. Et le concours G2E, il y a 8 places au total, 3 en apprentissage et 5 en civil. Pour les modalités d'admission sur titre, donc c'est sur dossier et entretien, on a deux sessions. La première étant terminée, elle s'est terminée il y a à peu près un mois, et la seconde se terminera le 11 mai, ce qui vous laisse un peu moins, pardon, d'un mois pour postuler si c'est la voie qui a votre préférence. Donc là-dessus, forcément, on va recruter de préférence les filières scientifiques, maths, physique, mécanique, génie civil, informatique, SVT, ou tout domaine qui peut se rapprocher de près ou de loin. Il faut forcément justifier d'un niveau minimum dans les disciplines scientifiques pour pas être largué en école d'ingénieur, c'est bien normal. Mais pour tout vous dire, on peut aussi parfois intégrer des profils plus littéraires, hein, ça nous est arrivé, tant qu'on peut justifier, tant que le candidat ou la candidate peut justifier d'un niveau minimum dans les disciplines scientifiques. C'est ce qu'on va pouvoir vérifier dans le cadre de l'étude du dossier et ensuite dans le cadre de l'entretien où vraiment il y a pas de piège, on vérifie la motivation et l'adéquation du niveau du candidat ou de la candidate avec les attendus de l'école. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur le site de l'école. On étudie évidemment tous les dossiers. Et donc, si vous candidatez à la session 1, vous ne pouvez pas candidater à la session 2. Mais bon, la session 1 étant terminée, j'imagine que les personnes qui participent à ce webinaire ou qui regarderont la vidéo participeront plutôt à la session 2. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça sur comment intégrer l'école, le plus important, c'est aussi de vous dire qu'est-ce que être ingénieur en génie urbain de l'EIVP. Pour être synthétique, je dirais que c'est une promesse qui est affichée donc là, c'est répondre à l'ensemble des enjeux qui vont être liés à la conception, la réalisation, la gestion, l'exploitation, et on pourrait rajouter, vu qu'on est dans une logique de cycle de vie, la fin de vie justement, le démantèlement, le réemploi, le recyclage et autres, des villes et des territoires durables. Donc ça, c'est assez large, hein. C'est-à-dire qu'on va parler à différentes échelles, hein. On va parler à l'échelle d'un objet qui peut être un bâtiment, qui peut être un équipement public, comme un stade, un hôpital, une école, un équipement qui peut être lié à la production d'énergie, qui peut être lié à un réseau de chaleur, un réseau de froid et autres. Donc on parle d'objets, on parle aussi à l'échelle de quartier, d'îlots, à l'échelle de ville. Donc c'est vraiment une granulométrie variée et c'est multi-sites, multi-domaines, multi-enjeux. Donc au niveau des enjeux, on peut voir cette roue, hein.
Évidemment, il y a la construction, le génie civil. On reste une école de construction, mais avec la spécificité, la couleur génie urbain, à laquelle on va adosser évidemment tous les enjeux environnementaux, les énergies, la gestion des déchets, la notion de réseau urbain intelligent. Donc, je parlais de réseau de chaleur, réseau de froid, comment mutualiser finalement les usages et la distribution. Va y avoir aussi des enjeux liés à l'eau, l'eau potable, l'eau pluviale, l'eau usée. C'est un enjeu qui est essentiel en ville et pas qu'en ville. Euh, Face aussi à la raréfaction de certaines ressources, comment on va optimiser la ressource pour l'économiser, mieux la distribuer et puis faire coïncider finalement le moment avec l'usage précis d'une ressource avec sa disponibilité. Il y a des notions aussi de capacité en lien avec l'électricité, c'est un enjeu de notre siècle. Comment stocker les énergies, l'électricité, notamment l'électricité qui va être intermittente avec les énergies renouvelables. Donc il y a des armées de chercheurs qui travaillent dessus et ce sont des thématiques que vous allez aussi voir dans votre cursus euh, parce que finalement tout est imbriqué, tout est pluridisciplinaire et vous allez travailler sur tous ces enjeux, dialoguer avec tous les acteurs de tous les projets aussi bien au niveau de la conception, de la réalisation, et puis derrière, justement, sur ces notions aussi de réemploi au maximum, au maximum. Le parcours, il est vraiment sur mesure. Il y a les différents statuts que j'évoquais, mais également en dernière année, par exemple, vous pouvez vous spécialiser soit enfin vous spécialiser en tout cas, avoir un parcours qui va être davantage coloré sur les enjeux et la gouvernance de l'eau ou les enjeux et la gouvernance des transports. La nouveauté à partir de 2025, la rentrée de septembre, ce sera l'ajout également de la notion énergétique. On a aussi eu des recrutements en ce sens à l'école et l'université nous aide là-dessus. Donc vraiment, on va muscler, je dirais, les enjeux énergétiques à l'école. Donc là, je parle vraiment de personnalisation du parcours. Après, si ce qui vous intéresse davantage, ce sont les réseaux urbains, si ce sont vraiment les calculs de structure de pont, par exemple, bah, l'école va aussi vous accompagner en ce sens pour que vous soyez un professionnel accompli pour travailler demain dans des entreprises qui vont pouvoir vous permettre de mettre en œuvre ces compétences sur des projets qui vous intéresseront. Au niveau du cursus, tout est pensé de façon collective. Évidemment, il va y avoir des partiels, il va y avoir des cours magistraux, il va y avoir l'acquisition de connaissances individuelles, mais au maximum, on va privilégier aussi les projets de groupe. Par exemple, là, il y a pas longtemps, s'est terminé la semaine innovation entrepreneuriat. Donc, c'est un événement qui a lieu chaque année. Toute une semaine entière en groupe. Vous allez travailler avec vos camarades de promotion, mais aussi de personnes que vous ne connaîtrez pas forcément, qui sont issues de masters de l'université. Et ensemble, pendant toute une semaine, du lundi matin au vendredi soir, vous allez travailler à la création d'une startup. Donc, à partir d'une problématique, d'un sujet d'étude, vous allez réfléchir à une offre de valeur, un projet, pour justement répondre à une problématique en ville qui peut être lié au transport, qui peut être lié à l'eau, qui peut être lié à la pénibilité des travailleurs qui travaillent sur des chantiers, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc l'idée, il va y avoir vraiment une émulation très vive pour, avec des circuits courts, rapidement accoucher d'un projet très concret que vous allez défendre devant un jury assez impressionnant parce qu'il est nombreux, mais parce qu'il est aussi sachant avec des personnes de la direction du groupe Veolia, de la ville de Paris, du monde universitaire, des personnes qui travaillent au quotidien sur ces thématiques. Donc vous allez pitcher tout cela devant ce jury pour finalement donner le meilleur de vous-même et parce que vous croyez en vos projets. Donc ça, c'est une semaine qui est pour les étudiants de deuxième année. Il y en a d'autres tout au long de l'année. Il y a aussi une semaine en lien avec la recherche, initiation à la recherche. Dès que vous allez arriver à l'école, vous allez avoir une initiation aux enjeux climatiques avec des conférences, des ateliers de type presque du climat, ateliers d'automne pour justement bien comprendre, identifier l'objectif qui est de 2 tonnes équivalent CO2 par individu et par an. Donc, qu'est-ce que c'est émettre 2 tonnes par individu et par an? Donc, tout ça, on va le voir, vous allez le voir à l'école. Vous allez également avoir une immersion de suite sur
les grands moments qui ont jalonné le génie urbain, et puis comment s'est construite la ville de Paris, et quels sont justement bah, aujourd'hui les grands défis qui attendent un territoire comme la ville de Paris, mais aussi l'ensemble de la métropole du Grand Paris. Euh, on est en lien évidemment avec les élus, avec les personnes qui font la ville dans les différents services. Il y en a aussi beaucoup qui sont des anciens de notre belle école. Donc finalement, bah, vous allez tout de suite être immergé dans un écosystème très riche qui sera à votre écoute et qui répondra effectivement à l'ensemble de vos attentes. Au niveau des compétences de l'ingénieur en génie urbain, donc on a réalisé je dirais, cette marguerite avec les 7 grandes compétences. Et donc là, on retrouve bien la notion d'objet que je qualifie. Mais j'aime bien cette notion d'objet. Donc, quand on parle de quoi? On parle d'une infrastructure de transport, on parle d'un bâtiment, on va parler d'une opération de réaménagement, on va parler d'une distribution d'eau potable, d'un site d'assainissement, de gestion des déchets. On peut parler d'infrastructure, on peut parler de superstructure, on peut parler d'immeubles de grande hauteur, etc., etc. Et puis également bah, la gestion d'un service urbain, hein, comment on va gérer par exemple les transports de la ville de Strasbourg. Bah, derrière, il y a aussi un service qui va tourner avec des agents, avec une certaine organisation, avec la nécessité de répondre aux attentes des usagers, de les informer en temps réel, de faire de l'acquisition de données. Donc tout ça, vous allez le voir aussi, hein, pour vraiment faire parler votre territoire un peu à la façon, pour ceux qui connaissent, le jeu SimCity, bon, qui date un petit peu, mais qui permettait justement d'avoir une simulation de ce qu'est une ville avec l'ensemble des services pour répondre aux besoins des usagers. Et l'ensemble du programme, il s'adosse sur 4 grands thèmes techniques: les espaces publics, ce que nous on appelle le métabolisme aussi urbain, avec justement les réseaux, la distribution, et ces données dont je parlais qui vont être captées en ville, avec des flux, avec des débits, avec des températures aussi, hein. Quand on parle de dérèglement climatique, bah, concrètement, au mois d'août, c'est aussi des zones qui sont difficilement vivables pour tout un ensemble d'usagers, hein, notamment les personnes âgées, les enfants. Donc cette ville, il faut la rafraîchir à la faveur aussi de la végétalisation, la création d'îlots de fraîcheur. Toutes les cours d'école aussi aujourd'hui, elles sont davantage végétalisées. On enlève le côté trop minéral, donc on enlève du bitume, on rajoute de la terre, on rajoute des végétaux, de l'ombrage, parce que les gamins, ils ont beaucoup trop chaud une bonne partie de l'année. Donc voilà, il y a un peu un changement de paradigme, hein, ce qui fait aussi que notre siècle, à la fois, il y a des enjeux qui peuvent paraître assez impressionnants et qui honnêtement peuvent faire un peu peur, mais il faut aussi voir là-dessus la capacité de l'ingénieur à s'adapter et justement être en première ligne pour être acteur de ces transitions et proposer des solutions qui vont être durables, résilientes et au maximum inclusives. Les enjeux de mobilité sont vraiment énormes, hein. De toute façon, de plus en plus de personnes habitent en ville, hein. Ça, c'est quelque chose qui est réel depuis la première révolution industrielle, mais aujourd'hui, on a peut-être 60% de la population mondiale qui habite en ville, ou 65, mais à terme, ça va être 70, voire plus. Donc forcément, plus de monde dans les villes, ça veut dire aussi peut-être plus de difficultés, hein, une augmentation de la densité de population, des infrastructures qui peuvent être saturées. On l'a vu aussi avec la crise Covid, hein, les hôpitaux qui sont un petit peu saturés. Donc forcément, bah, répondre à ces sujets-là, ce sera votre quotidien demain. La mobilité est un sujet forcément important pour décarboner les déplacements des individus, hein, que ce soit sur des circuits courts ou des plus grandes distances, mais également le bâti. Donc ça, c'est le 4e grand thème technique. Le bâti, hein, c'est évidemment l'étude des structures, le dimensionnement, la résistance des matériaux pour eh bien construire un ouvrage et puis faire en sorte que cet ouvrage dure dans le temps, maximise le réemploi et soit confortable à vivre. 4 grands thèmes techniques, également des thèmes qu'on appelle transverses avec les langues. LV1 obligatoire, donc l'anglais, hein, un ingénieur doit savoir parler anglais. Et on encourage aussi nos étudiants à parler d'autres langues. Il y a tout un ensemble de langues, hein, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le chinois.
Et si des étudiants, on a suffisamment d'étudiants qui veulent ensemble avoir une langue, une LV2, bah, on va tout mettre en place pour leur permettre d'avoir des cours. Et là-dessus aussi, l'université nous aide parce qu'ils ont un pôle de langue assez fourni. Des outils numériques, évidemment, il faut être à l'aise avec l'outil informatique, avec justement de l'acquisition de données, avec le traitement de ces données, avec un peu de programmation, avec ce qu'on appelle le BIM, hein, donc les maquettes numériques, etc., etc. Et également les SHS, qui sont les sciences humaines et sociales, tout ce qui va être management, prise de parole en public, intelligence collective, avec des ateliers un peu sous forme théâtrale pour vous sentir à l'aise dans un environnement où il faut communiquer avec le maximum de monde, parce que l'ingénieur, il est aussi et avant tout un élément qui fait partie d'un collectif. Donc, 3 ans de cycle ingénieur, c'est finalement 6 semestres, hein. Un semestre, c'est 6 mois. Et à l'école, chaque semestre, il y a un grand projet. Dès que vous allez arriver, je parlais de l'intégration aux enjeux climatiques. Eh bien, c'est aussi parce que votre premier projet au semestre 1, c'est le projet environnement climat. Le semestre 2, on passe sur l'aspect data, acquisition de données numériques, programmation. Le S3, c'est le projet construction. Le S4, c'est le projet métabolisme urbain. Et le S5, là, on est encore sur une échelle plus grande, c'est l'aménagement urbain. Il y a une graduation dans les compétences. Tous ces projets sont des cas vraiment réels, des projets concrets. On va pas partir de projets, on va dire, imaginés ou utopistes. Vous partez du réel, du concret, et il faut proposer quelque chose qui répond concrètement à un besoin. Par exemple, projet environnement climat, les étudiants vont souvent travailler sur la Seine, comment on va rendre la Seine baignable. Donc, on voit que c'est un projet qui était traité il y a quelques années et qui devient réel, hein, notamment à la faveur des Jeux Olympiques. Et on a vu Madame Hidalgo, la maire de Paris, se baigner. Donc voilà, c'était à l'époque quelque chose qu'on imaginait en souriant, mais qui est devenu réel. Et maintenant, bah, l'idée, c'est de rendre baignable aussi la Marne. Il y a des studios autour de la Bièvre, qui est moins connu, mais qui est aussi un cours d'eau qui à l'époque, passait par là, enfin qui passe toujours par là, mais qui a été largement pollué par les différents artisans qui travaillaient le long de ce cours d'eau. Donc aujourd'hui, il y a un sujet de renaturation aussi de la Bièvre pour la rendre à nouveau praticable. Donc voilà, c'est très concret. Évidemment, bah, vous êtes à Paris, hein, et Paris, bah, c'est un terrain de jeu magnifique, une ville mondiale connectée avec le monde entier, une ville touristique, une ville culturelle, une ville sportive, une ville où il se passe mille et une choses. Donc vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais aller assez vite sur la structuration des 3 années. Et je le disais, une structuration courte et des projets. On veut que tout cela soit le plus concret possible. Donc là, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais on voit que les cours sont variés, hein. Il y a de la communication, des langues, du management d'équipe, le projet data, de la construction métallique, de la structure bois, des procédés de matériaux. Vous allez apprendre évidemment à faire un CV professionnel, des lettres de motivation. Vous allez avoir des conférences métiers. La semaine innovation entrepreneuriat, j'en parlais. L'initiation à la recherche aussi. Des cours d'eau potable, de métabolisme urbain, offre de transport, thermique, acoustique, le cycle de vie, responsabilité sociétale des entreprises, etc., etc. Des cours d'immobilier, parce que on observe aussi qu'on a des diplômés qui vont aller vers ces métiers-là, donc forcément, il faut qu'ils soient pertinents et sachants sur ces enjeux d'immobilier. Et même si vous n'allez pas très dans l'immobilier, c'est toujours intéressant de comprendre comment structurer un secteur, comment répondre justement à ces attentes-là, euh, etc., etc. Bon, tout ça, vous pouvez le retrouver aussi sur le site internet. Ici, vous avez justement la répartition du statut étudiant, du statut pardon apprenti. Donc là, pour les apprentis, on voit que on a une répartition qui se fait bloc de semaine par bloc de semaine. Et ça marche assez bien. Je peux même vous le dire d'expérience pour avoir fait moi-même une école d'ingénieur en alternance. Ça marche quand même assez bien d'être par bloc de semaine en entreprise et à l'école. Ça vous permet en entreprise
Voilà, lundi matin, vous arrivez, hein, vous êtes vraiment dans la peau d'un professionnel. Les fournisseurs, vos collègues, vos sous-traitants, notamment sur chantier, bah, vous identifient. Vous pouvez aller au maximum des projets. Il n'y a pas cette notion où vous êtes coupé au milieu de votre semaine parce que le jeudi matin, il faut retourner à l'école. Là, vous êtes vraiment immergé et on voit que ça augmente au fil du temps parce que bah, les 6 derniers mois de la dernière année, vous êtes comme vos copains de promo qui seront sous statut étudiant ou les élèves fonctionnaires, vous êtes 100% d'entreprise. Comme ça, bah, ça va déboucher souvent vers une embauche. Et si ça débouche pas sur une embauche, bah, vous allez aller travailler dans une autre entreprise, ce sera tout aussi bien. Et le fait d'être par bloc aussi d'école, pour les périodes d'école, ça vous permet aussi d'avoir une vie de promo, d'être en lien avec vos copains de promo, de faire le week-end d'intégration, justement toute l'intégration, les week-ends. Bon, la semaine ski, c'est aussi un peu un incontournable à l'école. Il y a le week-end au vive, il y a différentes compétitions sportives. Donc là, vous n'allez pas vous ennuyer. Faites-moi confiance. La vie étudiante, elle est très riche. Et donc, vous n'allez pas être de mis de côté. Vous allez vraiment, même si vous êtes en apprentissage, vous allez pouvoir profiter pleinement de cette vie étudiante. Alors, enfin, apprendre et s'amuser à l'école, c'est très bien, mais derrière, il faut aussi penser au diplôme, à votre insertion professionnelle. Là-dessus, bon, l'insertion, elle est maximale. Il faut vraiment pas s'inquiéter. Donc, c'est vrai pour toutes les écoles d'ingénieurs, hein. Il y en a 200 en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque année, on nous dit qu'il manque 10 000 ingénieurs diplômés. Donc, on en diplôme 50 000 par an en France, il en faudrait 60 000, voire plus. Donc le IVP prend pleinement sa part. On fait notre mieux pour former le maximum d'ingénieurs, mais tout en gardant toujours aussi cette taille humaine bon, qui est aussi liée à notre école, hein. Nous, là d'où je vous parle, on est dans le 19e, hein. C'est un campus qui est vraiment à taille humaine, donc on peut pas faire tellement plus. Et, euh, et donc, on voit que le taux net d'emploi est vraiment de 100%, donc voilà, maximal, hein. Et les quelques-uns qui, en cours de route, ne travaillent pas tout de suite, et ben, ils vont poursuivre leurs études, ils vont faire une thèse, par exemple, ils vont, pourquoi pas, faire une césure, et c'est tout à leur honneur aussi de prendre un peu de temps pour partir à l'étranger, pour faire de l'associatif, un engagement humanitaire ou autre. Donc les chiffres sont très bons, et ces chiffres-là, ce sont ceux de la conférence des grandes écoles, hein, donc c'est anonyme. Nous, on met pas du tout nos nez dans les enquêtes, hein. Ce sont les enquêtes anonymes officielles de la conférence des grandes écoles. Donc, on a 97% aussi de nos diplômés qui sont cadres une fois qu'ils ont leur diplôme. Donc, c'est quasiment le max, enfin, c'est quasiment 100%. Le taux de CDI est très bon. Et aujourd'hui, c'est plus forcément un indicateur qui est aussi important qu'avant parce que on observe que les diplômés, des fois, aiment bien aussi avoir des CDD de 3 ans pour justement avoir des missions et au bout de 3 ans partir vers autre chose. Le salaire, il est plutôt bon, un peu au-dessus de la moyenne des écoles d'ingénieurs, même si forcément le salaire est moindre que ceux qui vont être ingénieurs dans le domaine de la finance ou dans d'autres secteurs qui peut-être payent encore plus. Mais bon, ça, c'est des salaires en sortie d'école, hein. Souvent, le salaire augmente quand même largement, donc faut pas vous inquiéter. Et les métiers sont assez variés, assez variés là-dessus. Et Valérie, si tu as peut-être des éléments à évoquer, si ça te tente, ou un peu plus tard, comme tu le souhaites, sur justement les différents, les différentes entités dans lesquelles les diplômés travaillent, que ce soit privé ou public, et puis les différents rôles qu'ils peuvent avoir en entreprise, Tu veux, justement. tu veux que j'enchaîne maintenant? Si tu veux, Ouais, ouais. ouais, ok. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, on a une formation généraliste. Ça veut dire qu'on va pouvoir dialoguer avec tous les acteurs qui font la ville. Et surtout, par exemple, on négocie, je sais pas, voilà, vous faites le métro du Grand Paris, vous travaillez avec le service voirie de la ville pour avoir des emprises de chantier, ben, vous serez en dialogue avec votre collègue et vous comprenez ses problèmes. Euh, pour certains, donc ça veut dire que vous pouvez faire 10 ans du bâtiment et après 10 ans, vous allez faire la voirie parce que vous avez envie de passer à autre chose. Donc la formation nous permet vraiment d'aller dans tous les domaines et d'avoir des secteurs d'activité variés tout au long de la carrière qui devient de plus en plus longue et comme ça, ben, ça permet de voir plein de choses. Et par contre, on a des collègues qui se spécialisent. Alors, qui se spécialisent
je sais pas, on a des spécialistes en résistance des matériaux qui sont hyper bons pour gérer les ponts du périph'. On en a un autre, il a fait le bassin d'Austerlitz, mais là maintenant il va aller s'occuper de logement. Enfin voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous spécialiser, mais vous avez une culture professionnelle qui vous permet de dialoguer avec tout le monde. Au niveau des structures, vous avez à la fois des entreprises, par exemple, de construction, des promoteurs dans l'immobilier, et puis vous avez des bureaux d'études. On est assez bien implanté dans les bureaux d'études qui travaillent pour les entreprises ou les collectivités. Il y a toutes les collectivités locales. Il y en a aussi à l'État. D'ailleurs, on a aussi des collègues à l'État. On a par exemple des collègues qui font le métro du Grand Paris, à la Société du Grand Paris. On a pas mal de collègues. Et il y en a même qui ont créé leur entreprise aussi, qui sont à Station F, là. Donc, du coup, en fait, tout est ouvert. Euh, Ça peut être aussi bien à Paris qu'en région. En région, on a des foyers, des essaimages de collègues. Donc, du coup, ça permet, si vous avez envie d'aller à Bordeaux, Marseille ou je sais pas quoi, d'appeler les anciens en disant eh, si tu as un truc, ça m'intéresse. Et donc, du coup, de prendre contact et d'avoir des ouvertures pour des boulots. Et puis, il y a aussi un international. Et en fait, bah, moi, je suis sortie en 1990 de l'école, et en fait, j'ai fait plein de boulots différents. Et on est dans un domaine qui évolue sans arrêt. C'est-à-dire sur l'économie circulaire, sur la question environnementale, l'îlot de chaleur urbain, la végétalisation en ville, par exemple à Paris, on traitait pas les voiries de la même façon avant. Donc, en fait, ce sont des métiers où on ne s'ennuie pas, où il y a vraiment du sens, c'est-à-dire qu'on voit pour beaucoup le résultat de notre travail. On se sent utile. Et du coup, et entre nous, il y a une super bonne solidarité avec les anciens. Et donc, du coup, quand on est dans des conditions de travail ensemble sur des projets, que ce soit des gens qui soient, par exemple, dans la même collectivité ou dans une entreprise qui travaille pour nous, on a un dialogue commun et on aura une solidarité. Euh, alors, le réseau d'anciens, sinon, c'est l'association des ingénieurs de la ville de Paris. Sachant que moi, je suis la première promo en 1990 où il y a commencé à avoir des civils. Donc, moi, j'étais élève fonctionnaire. Donc, c'est-à-dire que j'étais payée pendant mes études. Et après, j'ai eu 8 ans à la ville de Paris. Et ben, des non-fonctionnaires, ce qu'on appelle civils, ont été introduits à ce moment-là pour faire grossir les promos. On était 13, nous, dans la promo. Et le IVP a gardé cet esprit familial, même si maintenant, ils sont 120. Mais en tout cas, donc il y a soit des cours magistraux, soit des cours classiques qu'on t'aidait d'application, des ateliers de projet. Donc en fait, il y a plusieurs formats et j'avoue que toute la promo se connaît vraiment bien. Et les réseaux d'anciens, on organise des événements à la fois à Paris et on commence à faire en Provence aussi. Donc il y a des after-work, on fait des visites techniques. Là, on a visité le site des JO, puisque en fait, on a plusieurs collègues qui ont travaillé soit à la Solidéo, soit comme bureau d'études pour la Solidéo. Et donc, du coup, tout le monde nous expliquait un peu à quoi il avait contribué, les difficultés rencontrées, comment il les avait solutionnées. Et on fait aussi des conférences sur des thématiques. Là, on a fait une conférence sur la végétalisation avec une revue. Donc voilà. On est aussi en contact avec les associations étudiantes. Donc il y a le bureau des arts, le bureau des sports. Il y avait l'organisation d'événements du gala. Enfin voilà. Donc on a un réseau d'anciens, enfin d'élèves plutôt bien motivés et qui font vraiment plein de choses. Et donc voilà. Donc en tout cas, c'est une école. Moi, je m'étais beaucoup renseignée. J'avais le choix avec des écoles avec d'autres thématiques. La thématique m'a vraiment plu. Et j'avoue que je regrette pas du tout. Je me suis éclatée et je continue à m'éclater. Voilà. Je reste. Si vous avez besoin des questions, je reste présente. Merci beaucoup, Valérie. Alors, je vais repartager l'écran aussi parce que hop là, c'était plus sympa d'avoir nos visages. Voilà. Normalement, vous voyez à nouveau mon écran, je pense. Ouais. Ah, top, merci. Et donc, bon, je vais pas, je vous ai montré le principal, hein, qui était quand même le cycle ingénieur. Faut qu'on laisse aussi un peu de temps pour parler bicursus. Au niveau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des langues, je le disais, il y a la LV1 anglais et puis plusieurs choix de LV2. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc ça serait pour toutes les écoles d'ingénieurs, hein, c'est la CTI qui le demande. La mobilité est obligatoire en école. Donc c'est 17 semaines à l'étranger.
Et si possible dans un pays qui n'est pas francophone, hein, si possible. L'idée, c'est quand même que vous pratiquiez idéalement l'anglais, et pourquoi pas une autre langue. Donc, vous allez forcément partir parce que aussi pour obtenir votre diplôme, il faut un score TOEIC minimum de 785, qui correspond à un niveau où votre compréhension de l'anglais est très bonne, on va dire, et votre capacité à le parler ou à l'écrire est bonne. Alors, je m'explique parce que le TOEIC va plutôt évaluer votre compréhension de la langue, vu que c'est quand même plutôt des écrits, enfin des écoutes ou des choses qu'on va lire et on va compléter un QCM. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment en partant à l'étranger pendant voilà, ces 17 semaines, donc ça fait plus de 4 mois, que vous allez mais progresser largement. Et le score TOEIC va s'en voir augmenter souvent de 200 ou 300 points. Donc voilà, vous avez 3 ans pour obtenir ce score-là. Et puis avec la mobilité, bah, vous êtes quasiment sûr de l'obtenir et en bossant un petit peu aussi à côté. Donc là-dessus, bah, l'école, c'est une grande école ouverte sur le monde. On a plus de 60 partenariats internationaux sur l'ensemble des continents, plus de 40 doubles diplômes. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est assez important avec beaucoup de pays qui peuvent vous faire rêver aussi. On a des étudiants qui partent aux États-Unis, en Australie, au Brésil, Mexique, etc. Ou alors, si vous voulez rester en Europe, bah, c'est largement possible aussi, hein. Évidemment, il y a Erasmus qui marche très bien. On accueille bah, des étudiants de toute l'Europe. Par exemple, là, il y a aussi à peu près un mois, on a accueilli un hackathon qui s'appelle le European Hackathon en lien avec Erasmus. Et on avait des étudiants, pas mal d'étudiants italiens et de toute l'Europe. Partir, c'est top. Accueillir, c'est tout aussi top. Donc, au quotidien, vous allez aussi avoir 22% d'élèves internationaux, ce qui fait que quand vous êtes dans votre promo, bah, vous allez aussi parler, échanger avec des étudiants qui viennent du monde entier. Et ça, bah, je vous apprends rien, c'est une richesse magnifique. Il y a aussi des événements qui sont organisés, notamment on fait le buffet des régions. Enfin, voilà. Pour faire le lien avec la vie étudiante, hein, on met aussi en avant les différentes cultures et ça peut passer par la gastronomie, la musique et etc. Donc ça, je vais passer un peu vite. Donc, ce sont des questionnaires qu'on fait remplir à nos étudiants quand ils partent à l'étranger. Donc, je vais pas détailler, mais là, on voit il y a un étudiant qui était parti à Taïwan, une étudiante, je crois, qui était partie en Italie. Bon, ça, on pourra détailler si vous avez des questions ou si même, voilà. S'il y a d'autres questions aussi, évidemment, vous pouvez nous contacter aussi par mail. Il y aura toutes les infos dans une slide suivante. Je vais pas trop m'étendre sur la recherche, hein, je le disais en préambule, mais donc le IVP fait partie de l'Université Gustave Eiffel et c'est tout un écosystème de recherche et d'enseignement qui est dynamique et évidemment bah, qui passe par des publications, qui passe par une visibilité internationale avec la participation à des grands colloques. Et puis ce sont des synergies au quotidien et une richesse qui est assez évidente. Et le IVP est co-tutelle de deux laboratoires, le Lab Urba, qui s'occupe des thématiques liées à l'urbanisme, et le LASTIG, qui est plutôt orienté sur l'aspect numérique des territoires avec la cartographie, la numérisation. Euh, il y a aussi un écosystème d'entreprises, de chaires, hein, d'enseignement, de conventions de partenariat. Le plus connu, ça va être peut-être le groupe Veolia, ça va peut-être davantage vous parler. Donc, c'est un leader mondial de l'environnement et du traitement des déchets. Egis, qui est une très très importante boîte en France d'ingénierie, donc c'est un bureau d'études. Donc là, vous avez surtout l'aspect conception conception au niveau de projets urbains. Ça peut être ce que j'évoquais, voilà, une gare, ça peut être un équipement public, un hôpital ou une école ou autre. Donc à toutes les étapes d'un projet. Indigo, qui est une entreprise qu'on connaît davantage parce qu'on leur donne des sous quand on gare son véhicule. Mais en tout cas, l'école est partenaire avec Indigo. Ça, c'est assez récent. Indigo, ils ont dans leur actualité et leur vision, ils réfléchissent aussi à l'aspect circulaire de leurs infrastructures. On est aujourd'hui aussi à l'heure de la mutualisation, de mettre en commun les usages et les ressources. Et tous ces parkings qui ont été creusés, bah, potentiellement, dans 50 ans, il y aura peut-être moins de véhicules à y stocker. Donc, ils réfléchissent
au côté réversible de ces infrastructures construites, avec pourquoi pas du stockage, avec pourquoi pas de l'agriculture urbaine. Enfin, tout est imaginable aujourd'hui. Et Rémi, Oui. juste par rapport à ça, moi j'ai des partenaires donc qui sont parce que j'ai fait des salles de spectacle sous le périph Mm. et qui ont été visités lundi dernier, différents parkings qui sont vides ou qui peuvent être vidés pour essayer d'installer comment dire, des salles de spectacle, des salles de. Donc là, Mm. c'est en l'occurrence c'est des salles de musique en techno. Et donc du coup, la question, c'est qu'il faut regarder la sécurité incendie, la hauteur sous plafond, le nombre d'issues de secours pour pouvoir évacuer les gens. Et donc du coup, ça fait partie maintenant de travailler sur la ville existante. Et c'est assez marrant de se dire, bah, dans mon travail, j'essaie de reconvertir ce qui pourrait être une friche en fait. Et donc du coup, c'est assez marrant voilà, de travailler à faire des boîtes de nuit. Ouais, et voilà un usage voilà, assez concret, effectivement. C'est un sujet sur lequel voilà, vous aussi vous pourrez travailler demain. Donc, on a un écosystème important. Il y a, donc là, j'aurais pu rajouter aussi l'entreprise GTM, qui est une des grandes filiales de Vinci Construction France. Donc, on est vraiment sur l'aspect plutôt bâtiment, réhabilitation neuf. Donc voilà, vous voyez que vraiment c'est varié, hein, comme nos différentes disciplines. Il y a de l'environnement, il y a de l'ingénierie. Au Nu Habitat, il y a une dimension un peu plus sociale aussi. C'est une très belle chaire qu'on a le plaisir d'avoir, qui se met en place petit à petit. Donc là-dessus, il y a notamment des conventions. Là, il y a une convention qui a été signée récemment avec l'Université française d'Égypte. Et donc l'EIVP était présente. Il y a eu aussi le Forum urbain mondial qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc voilà, l'EIVP est présente, au rendez-vous et visible aussi à l'international. Au niveau de ces éléments, donc je vous en parlais, je vais pas trop détailler, mais par exemple, bah, le European Hackathon que j'évoquais, c'était justement il y a pas très longtemps, et la thématique, c'était comment le transport de marchandises et la logistique plus durable. Et les étudiants qui ont participé ont quand même présenté leur projet au ministère de l'écologie avec un panel assez impressionnant d'élus, de personnes de la région Grand Est, avec Fabienne Keller, qui est l'ancienne maire de la ville de Strasbourg. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et des personnes qui connaissent très bien ces thématiques de transport, notamment de fret et de marchandises. Euh, donc voilà, c'est tout un écosystème et des projets qui sont vraiment passionnants au quotidien. La vie étudiante, elle est riche et la vie associative tout autant. On a aussi des frais de scolarité réduits qui sont à peu près de 2000 euros, ce qui est quand même à souligner. Il y a de plus en plus d'écoles sous un modèle plutôt privé avec des frais de scolarité qui avoisinent plutôt les 10 000 euros. Donc nous, on est bien moins. On est bien moindre au niveau de ces frais de scolarité. On a 30% de boursiers, donc ça, on en est fiers. Qui dit boursier dit frais de scolarité immédiatement réduit de moitié. On peut proposer aussi ponctuellement des bourses si on a des étudiants qui sont en difficulté. La ville de Paris peut nous aider là-dessus, l'université également. Le, le coût de la vie ne doit jamais être un frein au fait de faire des études supérieures. Donc l'école vous accompagnera, il faut juste nous en parler, venir nous voir. On reste évidemment à l'écoute de tout le monde. L'apprentissage, c'est aussi une solution parce que qui dit apprentissage dit zéro frais de scolarité pour les apprentis, mais dit aussi salaire. Vous allez cotiser pour votre retraite. Bon, ça peut paraître dans longtemps, mais en tout cas, c'est quand même le cas. Et en plus, vous avez un salaire qui tombe tous les mois, qui est net d'impôts en plus. Donc, c'est quand même appréciable parce qu'on a conscience qu'à Paris, la vie est encore plus chère qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'associations, donc là c'est assez énorme. Il y a du sport, il y a des sujets de transition écologique, il y a de l'aide aux devoirs, il y a des associations de quartier, il y a de la culture, il y a de la musique, il y a vraiment énormément de choses. Il y a un site qui s'appelle Asso IVP, hein, sur lequel vous allez retrouver tous les clubs, toutes les associations, toutes les initiatives, toutes les dynamiques de l'école. Donc c'est vraiment très riche, n'hésitez pas à y faire un tour. Et un réseau justement de 4000 alumni impliqués au quotidien. Et ça se sent, le réseau est très actif. Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent aussi dans le cadre des cours, dans le cadre de conférences. Il y a des visites également de chantier. Il y a tout un ensemble d'événements qui se sont organisés, des after-work. Ça, Valérie pourra vous en dire bien plus.
Et pour finir, bah, l'école et tout ce que je vous dis aussi sur les enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, c'est pas que pour faire joli, c'est une réalité. Voilà, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique mondial qui est parfois mis à mal, mais qui est quand même réel quand on lit la littérature scientifique. Il y a un dérèglement climatique, c'est lié aux activités humaines et notamment à l'utilisation combinée des trois grandes énergies fossiles qui sont le gaz, le charbon et puis le pétrole. Donc, on va plutôt tendre ce 21e siècle vers un monde le moins carboné possible et donc c'est là aussi que vous allez intervenir. Le IVP, à la faveur de son programme et de ses actions, est pleinement mobilisé. Et ça se concrétise avec une quatrième place. On est classé quatrième grande école la plus engagée sur ces sujets-là. C'est un classement indépendant, classement Les EcoStars, ChangeNow et Deloitte, qui est un classement objectif, qui est assez strict, mais on est fier d'être quatrième école dans ce classement. Là, on voit une belle photo du jardin. On a la chance d'avoir aussi un jardin, avoir un petit poumon vert au sein de l'école. C'est un espace qui est entretenu par les élèves, pour les élèves, en lien avec l'école Dubreuil, pour celles et ceux qui connaissent, qui est une école qui se situe dans le bois de Vincennes, qui est vraiment l'école d'horticulture et d'aménagement et de paysagisme au sens large, qui est une école vraiment une institution. Et donc, on a plusieurs projets en lien avec eux. Euh, et donc c'est tout un, on va dire un éco-campus dans un quartier très dynamique qui est le quartier de Belleville, à 2 pas des buts de Chaumont. Donc vous serez bien sur ce campus. Normalement, j'ai fait le tour. Donc merci pour votre attention. Et peut-être que alors, j'essaie de faire le plus court possible. Laurent, si tu souhaites présenter le bicursus. Oui, donc, bon, c'est une slide pour dire qu'il y a en fait deux formations bicursus, mais il y en a une qui est déjà plus accessible pour cette année parce que les recrutements sont déjà lancés et les premières phases sont closes. C'est la formation post-bac qui s'adresse donc à des bacheliers ou à des futurs bacheliers et qui propose le parcours de formation à la fois en architecture et en ingénierie sur 7 ans avec deux grandes phases, une phase licence puis une phase master. Donc celle-ci, a priori, elle est plus disponible pour cette année puisque les candidatures étaient à faire sur Parcoursup avant la mi-mars. Mais l'idée, c'est que pendant la licence d'architecture, on a des enseignements qui permettent d'avoir une formation de base en mathématiques et en physique, en programmation informatique, pour avoir le niveau permettant d'entrer à l'EIVP. Et pendant le master d'architecture, au lieu de faire 2 ans, on fait 4 ans. Et pendant ces 4 années-là, on fait le parcours EIVP. Alors, ce qui reste encore possible pour Monsieur Moreno et d'autres personnes intéressées, c'est le parcours IA, ingénieur architecte, donc qui lui se présente et proposé aux personnes qui entrent à l'EIVP, alors soit par le concours, soit sur titre. Et là, donc, ben, il y a une candidature possible pour cette double formation. Alors, euh, il y a 10 places. Et en général, on a à peine 20 candidats, donc il y a de bonnes chances d'entrer. En revanche, pour réussir dans cette formation, il faut une motivation très solide pour faire une formation d'architecte. C'est pas du tout conseillé aux personnes qui veulent un peu voir de quoi il s'agit et ensuite s'arrêter parce que, en fait, la charge de travail, euh, je dirais pas la pression, mais disons quand même, les exigences attendues sont très fortes. Le rythme de travail va ressembler beaucoup à celui de la classe prépa ou d'une licence très intense. Et ce qui en fait le charme, si j'ose dire, c'est que euh, les contenus pédagogiques sont variés, c'est-à-dire que pour ceux qui ont trouvé qu'ils avaient fait vraiment que du calcul pendant la prépa, là, pour le coup, entre ce qu'on fera à l'école d'ingénieur et ce qu'on fera à l'école d'archi, ça va s'équilibrer. Côté école d'archi, il y aura donc du dessin, de l'apprentissage du processus de projet, mais aussi de l'histoire, de la philosophie, des arts plastiques. euh, Ce qui va permettre d'avoir une culture générale de l'aménagement du cadre de vie très étendue. Et alors ce qui est difficile, hein, c'est que la méthode d'apprentissage en architecture, l'acquisition des compétences, est pas du tout sur le même tempo et c'est pas du tout le même rapport au savoir
en prépa et dans les cursus, enfin, dans les sciences exactes. Là, il s'agit beaucoup plus de tâtonnement, d'apprendre progressivement. Il faut de la patience. On devient architecte avec le temps. Il y a un temps qui est assez long, avant que les études durent 5 années. Et c'est pas pour rien. Il y a besoin progressivement euh, comment dire, de se former en technique de dessin, en apprentissage. Euh, Si tu veux, Rémi, on peut passer à la slide d'après. L'avantage d'avoir cette formation, là, cette image l'illustre un peu, c'est que quand on a une culture technique et usagère étendue, on peut avoir parfois des idées nouvelles qui permettent de proposer des solutions originales dans des situations compliquées. Par exemple, ici, là, il y a un franchissement de la Seine avec deux niveaux à relier sur les deux berges, et on imagine une structure qui est une grande poutre avec les âmes, comme on dit, hein, les parties planes résistantes à la flexion en haut et en bas, qui sont aussi des voies de déambulation pour les piétons. Euh, alors c'était une structure qui a été très étudiée, qui a demandé des ajustements, mais dont là, ensuite le principe a été repris dans beaucoup d'autres projets, développés donc par Marc Mimram, ingénieur et architecte, et son équipe. Être ingénieur archi, ça sert à la fois donc pour la conception, comme ça, comme on l'a vu sur l'image de ce pont, mais aussi pour la commande. On appelle ça la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire pour écrire des cahiers des charges qui soient plus équilibré ou plus précis sur à la fois les performances fonctionnelles et la résistance, la solidité, le coût, mais aussi sur les performances usagères et l'insertion esthétique dans le cadre bâti. Ça permet de mieux travailler le dialogue avec les concepteurs quand on a fait une formation étendue. Et d'ailleurs, on en parlera en termes de débouchés. On voit que les métiers qui sont derrière sont aussi des métiers très variés. Juste, ben, je reviendrai sur les métiers un peu tout à l'heure. Donc, on a deux écoles qui sont concernées par ces formations, hein. Les enseignements d'architecture sont dispensés à l'école d'architecture de Paris-la-Villette, qui est une des deux grosses écoles françaises. Il y a 20 écoles d'architecture, il y en a deux très grandes, et Paris-la-Villette est l'une des deux très grandes, qui est située à Paris, pas très loin de l'EIVP. On change d'école en environ 20 à 25 minutes de métro. On peut le faire aussi à pied. C'est aussi une école qui est dans le 10e arrondissement. Elle est de l'autre côté du canal de l'Ourcq, près de la porte de la Villette sur l'avenue de Flandre. L'interlocutrice là-bas pour les inscriptions, c'est Madame Constance Lemire. Sur la slide d'après, je vais présenter, pour vous donner une idée, la manière dont euh, l'enseignement est construit sur les 10 semestres de la formation, enfin les 9 plus exactement, parce que le dernier est réservé à un projet de fin d'études d'architecture qui vaut exercice de fin d'études commun pour les deux formations. Euh, on a à la fois les cours à l'école d'architecture, là c'est la partie gauche en bas du tableau, et puis des cours dans l'école d'ingénieur, la partie droite. Donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez que côté UIVP, bon, on aura des séances de plutôt classiques de la formation d'ingénieur en bâtiment et en aménagement. Là, on a les cours de construction et puis des cours de mathématiques appliquées et une culture technique du génie urbain. Alors qu'en école d'archi, on a vraiment l'apprentissage du projet et des disciplines de sciences humaines associées, avec aussi des cours de dessin et de représentation. Alors, pour que ça tienne, pour que deux formations qui se font en 3 et 5 ans tiennent sur 5, on a enlevé tout ce qui était en doublon. Il y avait quand même un peu de doublon dans les deux formations classiques. On a fait des choix. Il y a quelques matières vont s'apprendre autrement, sur le tas, en stage. On en a enlevé une partie. En fait, par exemple, il y a moins de cours d'histoire, de géographie, de philosophie que dans la formation classique. Et puis, on a mutualisé tout ce que pouvait l'être. Donc, par exemple, les stages et les stages ouvriers à faire dans les deux formations classiques, ben, on fait qu'un seul stage ouvrier, etc. Slide d'après, vous voyez que en temps passé, ben là, on retrouve les deux couleurs. Le lundi, le mercredi et le jeudi matin, c'est le IVP. Le mardi, toute la journée, c'est le cours de projet à l'école d'architecture. On y retourne aussi en dessin le jeudi après-midi et le vendredi, toute la journée, sur des cours de sciences humaines. Le jeudi après-midi, qui est un jour classiquement réservé pour du sport dans les écoles d'ingé, ben voilà, là, c'est un peu comme en prépa, on travaille et on a moins de temps pour soi.
Donc ça demande quand même de la rapidité, d'être à l'aise, notamment dans les sciences de l'ingénieur, pour pouvoir éviter de pas avoir de passer trop de temps pour valider les matières. On a moins de temps un peu moins de temps sur les différentes matières. Voilà. Sinon, les attendus de la formation, hein, sont les mêmes que le niveau attendu pour les deux diplômes, les obligations et aussi les possibilités sont les mêmes que pour les formations classiques. On n'a pas créé de cours spécifiques et ça permet comme ça d'être vraiment légitime avec ces deux diplômes dans les deux univers professionnels. On fera pas forcément tous les métiers possibles, mais on a les moyens de comprendre le vocabulaire des autres parties prenantes beaucoup plus facilement. Et on peut choisir son métier. D'ailleurs, on voit que donc les personnes qui ont fait ces doubles formations euh, optent soit pour le métier d'architecte, là c'est les proportions en vert dans les deux camemberts. Euh, Côté ingénieur architecte, il y a un peu plus de gens qui vont vers l'architecture, peut-être parce que justement cette passion que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien construite, bien installée, bien renforcée, était déjà très forte dès le début. Pour les gens qui viennent après la prépa, qui commencent l'architecture intensément en licence, bah, une bonne partie en fait vont pas continuer en conception, en maîtrise d'œuvre d'architecture, mais vont aller aussi en maîtrise d'ouvrage ou en bureau d'études techniques ou en entreprise de bâtiment. Et c'est ouais, une richesse de cette formation que de fournir comme ça la possibilité d'entrer à un niveau tout de suite assez solide statutairement dans le milieu de l'architecture, où classiquement c'est difficile de trouver tout de suite un emploi stable, d'être bien payé. Là, avec le titre d'ingénieur, on trouve beaucoup plus facilement des postes à responsabilité rapidement. Bah, ça illustre ce que je disais là, la slide que vous avez sous les yeux sur le temps passé. C'est un avantage aussi de cette double formation. Beaucoup d'écoles d'ingé proposent avec d'autres écoles d'architecture des doubles cursus, mais le nôtre a l'avantage d'être en pratique euh, pas trop fatigant du point de vue des transports. Un mot pour dire que on est étudiant à titre complet dans les deux écoles, mais on paye que dans une seule. Euh, en parcours, alors il faut peut-être réduire un peu la taille du document pour qu'on voit les 5 années du parcours IA. Euh, En parcours IA, donc les 3 premières années, eh ben, on paye à l'EIVP, comme si on faisait la formation classique, mais on est aussi étudiant de plein droit de l'école d'architecture. Et les 2 dernières années, en revanche, on paye seulement à l'école d'architecture avec le tarif master. Et on paye qu'une fois la contribution à la vie étudiante et de campus. Voilà. Donc, j'ai évoqué déjà pour dire que malheureusement, c'était clos. euh, pour cette année l'inscription et le processus de candidature pour AI. Il faut retenir que on a aussi 10 places et que on a beaucoup de candidats. Euh, Cette année, candidature admissible sur Parcoursup, il y en avait 507 dossiers. Donc on fait une sélection bah, sur ce dossier. Il faut pour pouvoir candidater avoir des spécialités scientifiques au bac, dont les maths. La deuxième, ça peut être sciences de l'ingénieur, physique, euh, sciences informatiques et sciences et vie de la Terre. Euh, pour faire le parcours IA, en revanche, donc, comme je l'évoquais, il faut d'abord être admis à l'EIVP, c'est la première étape, soit par la voie du concours, donc filière civile, euh, soit sur titre. Alors, bon, ensuite, il y a lettre de motivation et entretien qui se passe à la mi-septembre. Et on commence tout le processus de découverte de l'EIVP se fait en commun avec la promotion classique. Et puis dès le début des cours thématiques, on est sous l'identité IA, donc on laisse tomber une partie des enseignements qui seront reportés, tout ce qui est économie, droit, management, à la deuxième partie de la formation dans les années 3, 4, 5. Je voudrais juste préciser qu'on peut devenir fonctionnaire municipal de Paris tout en étant bicursus, parce que la ville de Paris procède à des recrutements complémentaires en fin de cursus, donc en fin d'avant-dernière année. À la rentrée de la dernière année, on peut se présenter à ces concours de recrutement supplémentaires qui sont pas systématiques, qui sont comme très fréquents. Et quand on est bicursus, on intéresse beaucoup à la municipalité. Donc beaucoup de bicursus sont devenus fonctionnaires. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez aussi des questions sur
sur ce parcours. Merci Laurent. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à soit directement avec votre micro ou alors à la poser dans le chat. Il est à votre disposition.